plateau du Media Lab de l'Université catholique de Lille, dans le programme Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélien Racah. Bonjour Aurélien. Bonjour Denis. Vous êtes donc membre de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille, vous êtes avocat en droit européen, vous êtes également docteur en droit européen, et là, aujourd'hui, on va parler de votre casquette de directeur d'un master qui s'intitule Master in International and European Law, donc un master qui s'intitule en anglais, 100% anglais, c'est un master original, et donc je vous invite à nous le présenter. Quelles sont ses spécificités? Alors, le Master in International and European Laws, qu'on appelle le MIEL, c'est un Master 1, donc un diplôme d'État de français, qui est accessible à tout étudiant qui possède une licence de droit en France, en Europe ou à l'étranger, et qui souhaite avoir une spécialisation en droit international et européen sur 1 an, et qui a des capacités en anglais assez élevées, on va revenir dessus, et qui veut se donner une coloration dans son parcours qui dépasse les frontières nationales, quel que soit son état, parce qu'on va revenir aussi sur ce point-là, c'est les catégories d'étudiants, le profil des étudiants qui peuvent y accéder est assez large. Et puis, ça ouvre beaucoup de perspectives sur un marché du droit qui est aujourd'hui internationalisé, qui est global. Et il est très pertinent pour les étudiants, quel que soit leur état d'origine, de maîtriser l'anglais professionnellement. Donc, si je vous comprends bien, c'est un Master 1, un Bac plus 4, qui s'adresse à des étudiants français, européens, hors Europe. Ça veut dire qu'en fait, il y a une langue d'apprentissage qui est commune. Il est 100% anglais. 100% en anglais. Ouais. Donc il faut avoir un niveau B2 bien soutenu. Il faut être capable... C'est facile de savoir si on a un niveau B2. Est-ce qu'on est capable de suivre un film en anglais et puis d'avoir une discussion en anglais? D'accord. Bon, il y a des critères qui sont un peu plus détaillés si vous regardez les grilles de l'Union européenne, parce que ces grilles B2, ce sont des grilles européennes. Mais en tout cas, on demande à l'étudiant qui veut y rentrer de pouvoir déjà restituer, échanger, écouter en anglais. Et puis, on va pouvoir, sur cette base, enseigner du droit international et européen dans cette langue. Alors justement, ce qui va être intéressant pour les étudiants, y compris français d'ailleurs, c'est de se retrouver dans un groupe qui va accueillir des étudiants qui seront issus d'un pays de l'Europe, issus peut-être de pays asiatiques ou nord-américains ou que sais-je, ou sud-américains. Donc là, il y aura un brassage culturel qui sera formidable par rapport à ça. Donc c'est déjà une valeur ajoutée. Comment seront organisés après les enseignements? Qui va intervenir dans ce master? Alors on a des professeurs, c'est un reflet, on a des professeurs qui viennent du monde entier, alors principalement de pays européens, mais on a ce brassage et du côté des enseignants et du côté des étudiants. Donc c'est vrai qu'on vit un peu dans un beau monde qui nous permet aujourd'hui de passer les frontières sans trop de problèmes. Alors c'est sûr que la crise sanitaire n'a pas aidé, mais on revient aujourd'hui à la normale. Et puis de toute façon, même pendant la crise, on a réussi à trouver des palliatifs, à enseigner à distance si les professeurs étaient trop loin, si les étudiants ne pouvaient pas se déplacer. Donc, je n'ai pas de crainte sur ces aspects-là, et oui, il n'y a que des plus-values. Alors, quels seront après les débouchés ou les poursuites d'études possibles? Puisque là, vous parlez d'un Master 1, ça veut dire que quid du Master 2, en fait? Alors, il existe différents profils d'étudiants. Nous avons des étudiants internationaux qui viennent pour 1 an en France pour avoir une spécialité. Ils viennent obtenir un diplôme en Europe, sur le continent européen, ou en France, qui va avoir une reconnaissance dans leur état d'origine. Et donc ce profil-là, généralement, ils viennent 1 année uniquement et retournent ensuite dans leur état d'origine, où ils poursuivent dans un autre état, mais ils vont travailler directement après. Et donc si je regarde les profils que l'on a eus récemment, ils vont pouvoir directement rentrer dans les instances internationales de leur état. Donc pour les représentations des Nations Unies, les ambassades, les ONG, les cabinets d'avocats internationaux. Donc
ces personnes-là viennent chercher une spécialisation sur 1 an. Et puis, le profil plus, on va dire, classique pour les étudiants français, eux, ils vont vouloir choisir la spécialisation, mais ils vont continuer dans un Master 2. Donc aujourd'hui, on a 2 grandes spécialisations au sein de la faculté de droit. Enfin, dans notre faculté de droit, à savoir droit de l'homme, sécurité et développement. Donc c'est du droit international public, pour ceux qui veulent s'orienter vers les organisations internationales, les institutions européennes, les ONG, les institutions publiques de manière générale, ou en tout cas les personnes qui sont tournées vers le monde public. Et de l'autre côté, la spécialisation en droit des affaires et de la concurrence pour les étudiants qui souhaitent plus se spécialiser vers le monde de l'entreprise, vers les affaires, vers les cabinets d'avocats. Et là, ils conserveront, enfin, les masters sont aussi organisés pour qu'une grande partie des enseignements soit toujours en anglais, à minima. Oui, de toute façon, toutes ces formations sont enseignées à plus de 60% en anglais pour les Master 2 en question. Et les étudiants, par exemple, qui n'ont pas le niveau suffisant en français, on en a de plus en plus, qui viennent sans parler français, pour ces étudiants-là, des dispositifs sont prévus pour qu'ils puissent tout suivre en anglais. Une dernière question, Aurélien. Comment vous allez procéder pour la sélection, si je puis dire, le recrutement de ces candidats? Bon, la sélection est classique, dossier, donc CV, lettre de motivation, tout en anglais. On ne demande pas de traduction des relevés de notes. Et puis ensuite, passer par les procédures classiques de candidature par la FLD, sur le site, donc tout est indiqué sur le site internet. Ajouter tout ce qui peut être une plus-value pour le dossier, donc les certificats linguistiques par exemple, ça peut aider pour ceux qui peut-être se sentent un peu dans un niveau intermédiaire en anglais. Je pense, on a quand même beaucoup d'étudiants français qui hésitent, qui se posent la question, mais j'aimerais bien, ils se rendent compte que sur le marché du travail, il faut parler anglais, ils sentent qu'ils ont un niveau qui est issu de l'éducation française classique, donc ils vont avoir un niveau B1, B2, et ils ont la volonté et l'ambition, et donc là nous on fait au moment des entretiens, donc les entretiens également. Voilà, donc on passe, tous les étudiants passent dans des entretiens individuels d'une dizaine de minutes, pendant lesquels on va échanger et puis voir un petit peu leur profil et quelles sont les mesures qu'ils doivent prendre. Par exemple, pendant l'été qui suit, donc on les rencontre généralement entre le mois d'avril et le mois de juin, et puis on va peut-être leur indiquer, si votre niveau est un peu demande à être soutenu, vous pourriez peut-être pendant l'été partir dans un pays anglophone ou auprès d'une entreprise, travailler pour améliorer. Voilà, pour améliorer la capacité. Donc faut pas avoir peur en fait. Non, et c'est impressionnant parce que on se retrouve avec des étudiants avec différents bagages linguistiques et qui arrivent à suivre des cours tout en anglais. Donc je pense que les étudiants arrivés à la petite vingtaine ont la capacité intellectuelle, sans offense pour ceux qui ne sont plus de la vingtaine, mais ils ont cette flexibilité mentale à apprendre les langues. C'est plus facile à 20 ans d'apprendre des langues qu'à 50 ans par exemple. Exactement, oui. Donc qu'ils profitent de cette jeunesse intellectuelle pour investir. Moi j'étais concerné à leur âge, je ne parlais pas toutes ces langues en sortant du bac. J'ai investi et c'est à ce moment-là, dans la vingtaine, on peut s'imprégner. Donc on sera là pour les conseiller. Et les accompagner de manière à ce qu'ils puissent réussir leurs études en anglais. Très bien. Merci beaucoup, Aurélien. Merci, Denis. Merci, à bientôt. Et merci à vous tous et à bientôt sur les ondes du Média Lab.